Merci beaucoup d'être venu. On va essayer d'accélérer pour rattraper tant soit peu le temps un peu perdu. Donc, pour cette première session, je vais laisser la parole à mon collègue Yvan pour les détails. Et juste vous informer, comme nous l'avions dit, qu'une partie des sessions de ces 2 journées vont se passer aussi en ligne. C'est pourquoi d'ailleurs la modération sera en ligne. À côté du présidium, où il y a toujours Madame la Présidente Awandiaï du Sénégal, M. Modou Mamoungom, le directeur des télécoms au ministère de l'économie numérique, et de Madame Patricia Pokou aussi, qui va rester ici. Donc, c'est le présidium qui va faire face au panel tout à l'heure, dont M. Ivan va vous donner les détails du contenu et des participants à ce panel. Ivan. Merci, Adama. Alors, avant de poursuivre avec le panel, j'aimerais juste pouvoir introduire l'équipe de l'Alliance Smart Africa, avec qui j'ai fait le déplacement. Nous sommes aujourd'hui présents à Dakar, au total de 5 personnes, mais en ligne, nous avons également Garikai Ngongo qui va modérer le prochain panel. Et également, nous attendons l'arrivée imminente de notre directeur général qui conduit cette délégation et qui sera présent parmi nous demain également. Donc, permettez-moi juste d'introduire chacun des membres de l'équipe présents. Je vais demander à chacun juste de se lever quand je donnerai le nom. Thelma Kai, chef de division des infrastructures numériques et du renforcement des capacités. Can you please stand up just so everyone can see you? Thank you, Thelma. Là aussi, Monsieur Osman Issa, chef de projet haut débit et infrastructure de l'Internet. Voilà. On a avec nous également Monsieur Théoneste Nguru Nzonga. I hope I pronounce it well. Please stand up. Chef de projet protection des données personnelles et cybersécurité. Voilà. Et on a aussi parmi nous Sandrine Nabiré, coordinatrice du partenariat et des membres. Sandrine. Et enfin, Yann Crever, conseiller stratégique du secrétariat, ici même à Dakar, avec vous, que vous connaissez certainement. C'est un visage familier. Merci beaucoup, Yann. Alors, moi-même, bien entendu, Yvan Guéhi, responsable de la communication et de la marque de Smart Africa. Sans plus tarder, je vais aussi également présenter, je ne sais pas s'il nous entend, M. Gareka Nongo, qui est le responsable marketing, partenariat et événements, pardon. I'm not sure if Gareka is hearing us. On va voir si la technique peut nous juste pour ce premier panel, donc il sera modéré par notre collègue Gareka Nongo. Et sur ce panel, nous avons la présence, donc comme vous pouvez le voir, de membres éminents, tels que M. Boris Selouan, qui est directeur de la digitalisation au ministère du numérique et de la digitalisation au Bénin. Madame Tina Georges, qui est en ligne depuis Washington, qui est chef du programme WURI au niveau de la Banque mondiale. Et enfin, Monsieur Seni Malanfati, qui est avec nous. Peut-être que je vais demander à Monsieur Seni également de nous rejoindre sur cette estrade, ce podium, pour justement cette intervention qui fait partie des membres du panel. Monsieur Seni Malan, directeur des politiques publiques GSMA. Voilà, j'aimerais juste savoir si les intervenants en ligne sont avec nous, s'ils nous entendent. Just wanted to know maybe if everybody's hearing us online, Garikai. Le temps qu'on règle le problème de la connexion des intervenants en ligne, nous allons donner la parole au premier panéliste, Seyni Fati,
directeur des politiques publiques au niveau de la GSMO. Monsieur Fati, on voudrait votre intervention par rapport au paysage africain de l'identité numérique. Vous avez la parole. Je peux y aller? OK. En fait, il y avait une présentation, mais sinon, juste pour commencer, donc aujourd'hui, au niveau de la GSMA, nous avons réalisé une étude. Et donc, avec... Testing 1, 2, 3, 1, 2, 3. Can you hear me? Non. OK. Donc, et puis grâce à cette étude-là, on a pu prouver que il y a aujourd'hui 1 milliard de personnes qui aujourd'hui qui n'ont pas de preuves formelles de leur identité. Et donc, et parmi ces 1 milliard-là, près de 80% de ces personnes-là habitent en Afrique. Donc, ça a été une étude conjointe que nous avons fait avec la Banque mondiale. Et donc, ce qui montre que déjà en Afrique, il y a un gros gap à combler au niveau, de l'identité numérique. Ensuite, dans cette même étude-là, on a vu que 456 millions de personnes dans 90% des pays où l'argent mobile est disponible. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir des wallets. Et donc, ces personnes-là sont plus exposées au risque d'exclusion financière. D'accord? Et surtout qu'il y a 26% des adultes qui citent le manque d'identification comme problème pour accéder au mobile money. Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays, on exige que vous soyez identifié pour pouvoir avoir un wallet. Donc, ce qui fait que l'identité aujourd'hui est vraiment un problème. Et on voit que, de même, de nombreux pays qui imposent l'enregistrement de la carte SIM manquent encore de cadres et de confidentialité et ou de protection des données. Donc, où le rôle des commissions de protection des données sont qui est très important. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que nous devons vraiment adresser. Aminata, tu as mes slides? Donc, OK. Donc, je vais continuer et puis quand il y aura les slides, mais de toute façon, après la session, on vous partagera les slides et donc je serai disponible s'il y a des questions supplémentaires. Donc, ce que nous avons fait, et puis aujourd'hui, vraiment, et puis comme c'est la journée de la femme, donc j'ai un peu comparé les hommes et les femmes concernant plusieurs questions. Donc, on a le fait que demander une carte SIM aujourd'hui et des services mobiles, aujourd'hui, donc c'est-à-dire qu'avoir une carte d'identité et l'utilisation, c'est-à-dire qu'on utilise la carte d'identité surtout pour avoir une carte SIM et aujourd'hui utiliser les services mobiles. Et donc, on voit que 59% des hommes, en tout cas aujourd'hui, donc lorsqu'on les a interrogés, donc eux, ils utilisent la carte d'identité pour demander des services mobiles ou avoir une carte SIM, alors qu'il n'y a que 48% des femmes. Donc aujourd'hui encore, on a encore un peu un gap entre les hommes et les femmes. La même chose pour utiliser des services mobiles financiers. Donc on voit une répartition 44%, 39%. En ce qui concerne l'accès à des services gouvernementaux, donc on a à peu près la même répartition de 37% et ou 34%. Et pour recevoir des supports du gouvernement. Donc, c'est là qu'on voit les différentes politiques qui sont mises en œuvre par nos États. Et on voit que là, ce sont plutôt les femmes qui ont le plus accès à ces services-là en utilisant leur carte d'identité. Ensuite, ce qu'il faut savoir, donc il existe un lien direct entre la couverture, c'est-à-dire là où on peut avoir accès à l'identification, ainsi que la pénétration de la téléphonie mobile dans les pays africains où l'enregistrement de la carte SIM est légalement mandaté. Merci. OK, donc là, vous avez un peu... Donc, je l'ai mis en anglais, je parle en français, donc ça permettra à tout le monde de comprendre. Et donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc là, c'était l'objet de notre étude. Et donc là, vous voyez un peu la répartition homme-femme. C'est-à-dire que lorsqu'il faut utiliser les cartes d'identité pour accéder ou bien obtenir une carte SIM ou bien avoir accès à des services financiers mobiles. Oui? OK. Tu as raison. OK, donc là,
c'est un peu le lien direct qui existe entre la pénétration de la téléphonie mobile et donc les endroits où il y a une couverture, c'est-à-dire que là où on peut avoir, on peut être identifié. Et vous voyez que quand on regarde le nombre total d'abonnements, donc en bas en noir vous avez le nombre unique de consommateurs. Donc ça, ce sont les consommateurs avec une seule carte SIM. Et juste au-dessus, vous avez là où, dans les pays, les endroits où on peut avoir accès à une identité. Donc là, vous avez des pays comme le Togo, pardon. Ok, donc en fait là, vous avez en fait les pays là où, donc ce sont les pays africains, donc on a ressorti les pays africains là où il est obligatoire de se faire identifier pour accéder au service ou accéder à la téléphonie mobile. Et on voit que dans ces pays-là, c'est-à-dire que plus l'accessibilité à l'identité ou bien à une identité numérique est mise en place, et plus on a d'abonnés à la téléphonie mobile. Donc on voit qu'il est important d'avoir, c'est-à-dire d'avoir son identité, et il faut que ce soit accessible. Merci. Et donc, ensuite aussi, donc ici, on voit que dans la même étude, on a vu que le risque d'exclusion financière est également, c'est-à-dire que plus important, car les personnes sans papier ne sont pas en mesure d'ouvrir des comptes bancaires ou bien d'argent mobile. Donc, et donc, même là où c'est disponible. Donc, en bleu, vous avez le pourcentage d'adultes ou bien des populations adultes qui ont une identité officielle. Et donc, tout à l'heure, ce que je disais, donc on a près de 456 millions d'adultes. En fait, c'est-à-dire que le risque d'exclusion financière. Donc, aussi, là aussi, il est important. Donc, au niveau de la téléphonie mobile, nous avons érigé 10 principes pour le développement handicap. C'est-à-dire que les principes d'identification qui vont nous mener à un développement pérenne. Okay? Donc, il y a la partie, il y a tout ce qui est inclusion, il y a tout ce qui est contenu, et après, il y a la gouvernance. Donc, par rapport à l'inclusion, donc l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens aient accès à tout ce qui est, comment on appelle ça encore, c'est pouvoir annoncer les naissances, c'est-à-dire que, et puis les décès. Et donc, c'est-à-dire qu'il faudrait pas qu'il y ait de discrimination. Il faut aussi enlever les barrières et aussi les disparités pour que ce soit disponible et aussi accessible à la technologie. Par rapport au contenu, donc ce qu'il faut, c'est établir une source qui soit sûre et aussi fiable au niveau de l'identité. Parce que aussi dans la plupart des pays qu'on a enquêtés, on a vu qu'il y a un problème de confiance. Parce que les gens n'ont pas confiance à donner leurs informations. Et aussi il y a un problème de confiance entre les opérateurs mobiles et puis les gouvernements. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que même pour avoir accès à des applications, le premier élément qu'on vous demande, c'est votre numéro de téléphone. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le mobile commence à être mais quelque chose d'important. Et je pense qu'il faudrait que les gouvernements travaillent ensemble, ainsi que le secteur privé, pour voir en sorte, mais comment on peut utiliser mieux la téléphonie mobile ou bien l'industrie mobile pour pouvoir assurer une bonne identification et fiable. Après, vous avez aussi, donc, il faut créer des plateformes qui soient interopérables et puis qui peuvent répondre aux besoins des différents utilisateurs. Et sur ce plan-là, donc, pour ne pas y revenir, donc tout à l'heure, vous l'avez dit, avec Smart Africa qui a mis en place donc, un blueprint qui est dirigé par le Bénin et va travailler avec la GSMA et les opérateurs pour que cette étude de cas puisse être une réalité et pour que les Béninois et les Togolais ou bien les Béninois et les Nigériens puissent utiliser une même identité pour pouvoir traverser le pays et pouvoir échanger et pouvoir aussi acheter une carte SIM, et ils n'ont pas besoin de se faire identifier en allant dans un pays ou un autre.
Ensuite, il ne faut pas oublier aussi qu'il faut qu'il y ait une harmonisation entre les lois, parce qu'aujourd'hui, on a vu que les lois, les règlements ne sont pas harmonisés, ce qui fait que les échanges entre les différents pays ne se font pas correctement. Donc, il y a une harmonisation à faire au niveau des lois et des règlements. Il faut aussi qu'il y ait aussi... c'est-à-dire que les commissions de données personnelles, qu'ils aient plus de pouvoir, et puis aussi que ça s'étende au niveau africain. Parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'il n'y a que certains pays qui ont des autorités de protection de données personnelles. Donc, ici, vous avez les différents objectifs réglementaires pour faire que... c'est-à-dire que pour développer un écosystème d'identité numérique et que ce soit effectif, donc on a le problème d'accessibilité, donc c'est-à-dire qu'augmenter l'accessibilité, c'est plus proche de la maison, parce qu'on a vu que dans certains pays, il faut aller loin, il faut quitter... Bon, je vais citer le pays que je connais ici, le Sénégal. Donc, on connaît des gens qui sont à Dakar, mais qui doivent aller jusqu'à Tambacounda ou bien à Saint-Louis pour pouvoir avoir un extrait de naissance. Et donc ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Après, il y a tout ce qui est efficacité, transparence et puis une économie formelle. Donc, on peut faire en sorte que les identités soient utilisées par plusieurs parties prenantes. Ensuite, il faut que, tout à l'heure je l'ai dit, il faut que le consommateur ait confiance au système qui est mis en place. Il faut que ce soit abordable aussi. Et ensuite, il faut faire en sorte que les identités soient une grande valeur pour celui qui l'utilise. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que son identité puisse aussi lui servir à aller à la banque, lui servir pour pouvoir voyager, ainsi de suite. Et nous avons beaucoup d'exemples en Europe et je pense que l'Afrique a passé une semaine en Estonie, si je me rappelle. Et donc, mais l'Estonie est un grand exemple de mise en œuvre d'identité numérique. Après, donc là, vous avez quelques exemples, mais je ne vais pas m'attarder dessus pour ne pas prendre trop le temps parce qu'on est plusieurs à intervenir. Et je pense que le plus... et donc là, ici, ce qu'on a mis, c'est que voici comment devrait travailler l'écosystème. On a les consommateurs et les citoyens qui sont au milieu. On a le secteur privé qui doit travailler en même temps avec les gouvernements, c'est-à-dire que les différents ministères, les différentes parties prenantes. Et vous avez aussi une entité, donc au Sénégal, mais je pense que c'est la DAF qui le fait, qui va, en tout cas qui aujourd'hui gère tout ce qui est les données en tout cas des citoyens pour les passeports et les cartes nationales d'identité. Donc là, en fait, là, c'est une carte que nous avons faite. Donc là, c'est pour vous donner un peu la couverture mobile au niveau mondial. Donc vous voyez un peu qu'en Afrique, on a encore des choses à faire pour que le mobile, la croissance du mobile continue. Donc on a encore des zones grises et des zones qui sont encore un peu claires, alors que le reste du monde, on voit que le mobile est vraiment développé. Mais par contre, dans la même étude, on a vu que, par exemple, l'Afrique est un des continents où il y a plus de lois et plus d'obligations à se faire enregistrer et on demande d'avoir une identité. Alors que l'Amérique du Nord, où la couverture mobile est un peu la plus forte, là-bas, il n'est pas obligatoire d'avoir une pièce d'identité pour avoir accès à une carte SIM. Ok, donc là, en fait, donc là, j'ai un peu mis qu'est-ce que les opérateurs mobiles peuvent faire pour un peu supporter les gouvernements dans leur effort en fait, de réduire le gap pour l'identité. Donc, je l'ai dit tout à l'heure au début de mon propos, donc on a encore aujourd'hui 1 milliard de personnes qui n'ont pas de preuve formelle d'identification et dont 80% se trouvent en Afrique. On voit aujourd'hui qu'au niveau de l'industrie mobile, donc, nous avons l'expertise et donc les opérateurs peuvent travailler étroitement avec les gouvernements en fait, pour arriver à maintenir ensemble un registre là où on enregistre tout ce qui est identité et après, avec aussi l'aval des consommateurs parce qu'il y a un problème de confiance. Donc, on peut arriver à faire en sorte que
avoir une seule identité et que cette identité-là puisse servir dans plusieurs domaines comme le crédit, les services financiers, les services e-gouvernementaux, la santé et puis l'éducation. Donc, tout ça, c'est un schéma qui peut aujourd'hui nous permettre aujourd'hui de travailler dans la main et en Afrique et développer l'identité numérique. Pardon. Donc là, j'ai mis quelques exemples de partenariats entre donc de PPP entre les opérateurs et puis les gouvernements. Donc là, par exemple, quand on prend le cas du Nigeria, donc il y a presque la moitié de la population qui n'a pas d'identité numérique. Okay? Et donc ça, c'était une étude de la GSMA qui l'avait faite et qu'il n'y a que 47% qui ont une identité numérique. Donc ça, c'était en 2018. Et nous avons organisé un atelier avec l'ensemble des parties prenantes qui s'occupent de tout ce qui est identité. Et donc aujourd'hui, ça a permis d'avoir un PPP entre les différentes parties prenantes et on a pu mettre en place un dialogue qui aujourd'hui qui existe entre les opérateurs, entre les autorités qui gèrent les identités, le gouvernement et la Banque mondiale. Donc il y a aussi l'exemple de la Zambie. Et donc le problème qui avait été identifié en Zambie, c'est que la distribution comment on appelle ça encore, de revenus et d'argent était inefficiente et puis surtout pour les populations qui sont vulnérables, donc ceux qui sont dans les zones rurales et surtout les femmes. Et donc la solution qui avait été trouvée à l'époque, c'est que on est passé par comment on appelle ça encore, les bases de données des opérateurs. Et donc, ça a permis de pouvoir identifier les personnes à qui on devait donner des allocations, à qui on devait donner des bourses et à qui on devait donner des aides. Et donc, l'impact, ça a été que ça a été, comment on appelle ça encore, des transactions qui ont été plus efficientes, plus rapides et sans coût pour le gouvernement et pour les citoyens. Et donc là, vous avez la Somalie, pardon. Et donc là aussi, la Somalie, donc ça a été aussi un problème de décaissement et d'aide sociale. Et donc ça a été aussi fait à travers le mobile. Et donc ça a permis de pouvoir distribuer des aides et puis aider des populations qui en avaient besoin. Pardon, c'est moi. Ensuite, nous avons utilisé le Digital ID, en fait, pour tout ce qui est accès à la santé. C'est qui est en train de... OK. Et donc, ça a permis de pouvoir avoir des échanges entre les téléphones des citoyens et les services de santé pour avoir une base de données de l'état de santé de plusieurs personnes. Et donc, ça a été aussi une collaboration entre l'industrie mobile et le ministère de la Santé. Donc là, je vais terminer un peu sur... en fait, faire en sorte que les gens... Parce que là, on a voulu montrer que les personnes n'ont pas confiance. Parce que la protection des données personnelles, en tout cas les données personnelles, c'est quelque chose qui est très important. Et la GSMA avait fait une étude dans 4 pays, le Ghana, la Zambie, le Mozambique et le Rwanda. Et donc, les 2 premiers pays, donc Ghana, Zambie, donc les citoyens avaient accès à des lois sur la protection des données personnelles. Et on avait posé la question, est-ce que vous pensez qu'une loi de protection de données personnelles existe? Donc, les consommateurs aussi ne sont pas au fait qu'il y a des lois qui peuvent les protéger et aussi qui protègent ce qui peut être fait avec leurs données. Et on voit qu'au Ghana, c'est-à-dire que même si la loi existe, il y avait 38% de personnes qui n'étaient pas au courant et en tout cas qui pensent qu'il y avait une loi, alors qu'en Zambie, 83% pensent qu'il y avait une loi. Alors que quand on regarde le Mozambique et le Rwanda, donc au Rwanda, c'est quelque chose qu'il faut changer parce qu'ils viennent d'avoir une loi de protection des données personnelles, il y a juste quelques mois, mais 85% au Mozambique et 90% au Rwanda, donc ce sont des gens qui, en tout cas, qui pensent ou qui savent est-ce qu'il y a une loi ou pas. Donc, vous voyez que la communication aussi, c'est quelque chose qui est très important. Donc, après là,
on a vu aussi que les populations rurales ainsi que les femmes, donc pour revenir encore aux femmes, sont à peu près comment on appelle ça encore, les personnes qui sont le moins informées par rapport à la protection des données personnelles et aussi par rapport aux échanges des données. Et donc, quand on regarde un peu, donc ce sont donc on voit que dans les zones, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans les zones urbaines, les hommes sont le plus à utiliser l'Internet avec une meilleure éducation, donc spécialement au Ghana, alors que les personnes en zone rurale, les femmes sont les moins à utiliser l'Internet ou bien à avoir, ou bien qui ne sont pas éduqués. Donc, dans notre étude, on a vu que ça, on l'a plus noté au Rwanda. Donc, quels sont les problèmes quant à pour l'échange des données à travers le mobile? Donc, on voit que les désavantages, donc les risques, donc on voit que les données peuvent échapper au contrôle et peuvent créer des problèmes plus tard. Et aussi, on a un problème de confort. Donc, on ne sait pas est-ce que c'est-à-dire que les désavantages, on ne sait pas est-ce que c'est correct d'échanger les données, et puis on ne sait pas est-ce que c'est sensible ou pas. Alors qu'il y a beaucoup d'avantages, mais on ne les connaît pas. Donc, on peut profiter des services, donc les services qu'on peut utiliser. Donc, il y a aussi des alternatives quant aux besoins, et aussi, donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi tout ce qui est, c'est-à-dire que lorsqu'on perd des données, on peut les retrouver. Et puis, c'est-à-dire que lorsqu'on perd notre carte SIM, lorsqu'on perd notre téléphone, donc il y a beaucoup d'avantages au fait de pouvoir partager les données, ou bien que les données soient enregistrées par l'industrie mobile. Donc, et de plus en plus, et comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y a plus de gens qui aujourd'hui vont continuer à utiliser les services digitaux et donc aussi vont faire en sorte que c'est-à-dire que leur identité va être associée à leur téléphone. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, pour avoir un compte Facebook, pour avoir un compte, je vais citer TikTok ou quoi que ce soit, on utilise ou l'adresse mail ou bien on vous demande votre numéro de téléphone. Et lorsque même vous perdez vos données, le moyen de faire en sorte que pour que vous le retrouviez, on vous demande votre numéro de téléphone et on vous envoie un message pour confirmer que c'est bien vous. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se rende compte que le mobile, l'industrie mobile est quelque chose qui occupe une large part dans tout ce qui est les données personnelles et l'échange des données. Et donc là encore, donc je reviens à des exemples de pays par rapport aux facteurs réglementaires pour développer un bon écosystème. Donc, on a pris l'exemple de l'Ouganda, du Nigeria et de l'Angola. Et donc, il y a deux pays où aujourd'hui on a une stratégie de transformation numérique, c'est l'Ouganda et le Nigeria. Dans ces deux pays-là aussi, on utilise les données biométriques pour pouvoir vous enrôler ou bien pour pouvoir valider vos informations d'identité. Et après, par exemple, quand on prend l'Ouganda, donc on a donné l'habilité au secteur privé de pouvoir valider les identités. Et dans deux pays, on a comment on appelle ça encore, un cadre de protection des données de données personnelles et de la vie privée. Et après, on voit que les bénéfices au niveau social pour les femmes et aussi pour les groupes qui sont mal desservis. Donc aujourd'hui, on a des stratégies pour arriver à les atteindre dans la plupart des pays. Mais on voit que, par exemple, en Angola, donc, il y a beaucoup de travail à faire dans cette partie-là. Et bon, là, je vais terminer un peu sur, comment on appelle ça encore, les considérations comment on appelle ça encore, à adresser, en fait, les recommandations réglementaires à adresser. Donc, nous pensons que une identité numérique officielle doit être robuste, et puis interrogeable, afin de permettre en temps réel, une vérification en temps réel et améliorée,
et surtout que le mobile peut agir comme un moyen par lequel on peut affirmer son identité. D'accord? Donc, le premier point, c'est développer et puis mettre à niveau, c'est-à-dire que assurer à tous les citoyens avoir une identité numérique. Il faut aussi avoir des normes culturelles, c'est-à-dire que il faut que les populations soient, c'est-à-dire que n'ont pas l'habitude de se promener avec leur identité. Après, il faudrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut qu'une seule identité qu'on puisse l'utiliser pour faire plusieurs choses, pour ne pas que les gens aient différentes cartes pour accéder à différents services. Il faut aussi avoir une meilleure identification en ligne pour, comment on appelle ça encore, pour améliorer tout ce qui est e-commerce et les services gouvernementaux. Et ensuite, enfin, et donc je pense que ça va être l'objet de nos discussions pendant 2 jours, il y a des problèmes au niveau de la gestion de la vie privée ainsi que de la gestion des données personnelles. Et donc là, nous avons proposé un peu des solutions. Donc, si on veut développer et mettre à niveau l'infrastructure d'identité numérique qui facilite l'inclusion des groupes mal desservis et permet la validation à distance des informations d'identification. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'on propose, c'est assurer un accès inclusif à tous les individus, entités des secteurs publics et privés, pour pouvoir interroger les informations d'identification de quelqu'un, et donc avec des freins et des contrepoids appropriés qui vont être mis en place. Deuxièmement, il faut garantir un environnement politique et réglementaire favorable, digne de confiance et proportionné. Donc, et enfin, le troisième, c'est promouvoir le dialogue entre les principales parties prenantes, donc y compris les opérateurs, les fournisseurs de services d'argent mobile, les donateurs, les agences humanitaires, les ONG, les banques centrales, les régulateurs et les décideurs. D'accord? Et donc ça, il faudrait que tous ensemble, on puisse définir les objectifs au niveau des services financiers numériques et puis aussi développer, adresser l'inclusion sociale en harmonisant tout ce qui est, c'est-à-dire que les exigences pour avoir une preuve d'identité. Merci beaucoup. Mon collègue Garikai, can you hear me? Yvonne, hi, trying I to- can hear you very well. Can you hear me on the floor? Yes, we hear very quiet. I can hear some noise. Can you put the volume up, please? Yes, we hear you. We're just going to try to make it work. I'll hand over the floor to you. So yes, we just finished having a very fantastic presentation from Mr. Selim Malon. Please, I'll let you the floor so you can carry on the conversation with the people on the online as well. I believe they are. We have Mr. Boris and Selwa and Mrs. Tina George online. So over to you, Garikai. Thank you. Thank you very much, Yvonne, and greetings to everyone that we have online and everyone that we have in Dakar, Senegal, for this session on digital identity, particularly on taking a look at Africa's landscape on digital identity. It's a pleasure to be here. Please allow me to express my apologies for the technical difficulties, but we are back and resuming normal service and looking forward to a great discussion ahead. I think just as a quick introduction, before we drive straight into the discussion, we're going to be talking about identity across Africa. And what we know is that across, based on the World Bank, across the world, we have over 1 billion people who have no recognizable form of ID. Of those 1 billion people, half of them, that's 500 million people, are in Africa. This means that these people are more or less not seen. They have no access to credit. They cannot buy property. They cannot open a bank account. They cannot legitimately start a business. And so the idea now is that we drive digital ID as a solution to bring these people into a more formal economy and to formalize them within the systems that we have. So the people that I've got on this panel that we're having today are experts in this particular field.
and they'll be able to give us a sense of where Africa is sitting around that digital ID space. My name is Gerikai Nongo, and I'm going to be your host for this panel. I hold the position of marketing and events and also stakeholder management at Smart Africa. I'm going to quickly introduce our panelists. We also had Saini on the floor. I would love him to stay on just to tackle a few questions a bit later as well. But first, I'm going to introduce you to Ms. Tina George, who is the head of West Africa for Unique Identification for Regional Integration and Inclusion, the WURI program of the World Bank. So please, Tina, welcome, and please say hello to our audience before I introduce our next panelist. Thank you so much for having me, and it's a pleasure to be here with Smart Africa and all of the colleagues across the room. Thank you very much, Tina. And our next panelist is going to be Mr. Boris Selwan. He's the Director of Digitization at the Ministry of Digitization in the Republic of Benin. And he'll be telling us about Benin's experience at a national level around this digital ID situation. And also just to mention that Benin is the lead country for Smart Africa on digital ID. Boris, can I hand it over to you just to say hello to the audience? Na área da identidade digital. Bonjour tout le monde, Boris Selwan. Je suis le directeur de la digitalisation au ministère du numérique et de la digitalisation. Je vais intervenir en français, j'espère que ça ne dérange pas l'auditoire. No, thank you very much for that, Boris. We'll have this session in French, English, and Portuguese, and so our panelists will be comfortable in any language. I'm going to reintroduce another panelist who you've just heard from, but would love him to continue to sit on the panel, and he's a preeminent policy expert across African region. That's Saini Fatih, who is with GSMA. Saini, it's a pleasure to have you on this panel, and thank you for the presentation that you've just given. Hoping that Saini heard us from on the floor. I'm just going to jump straight into our discussion, given that we may have a bit less time than we had hoped, but I'm going to start with you, Tina. I hope you don't mind if I do call you Tina. But we do realize that the World Bank has been very active in digital ID across Africa for the last few decades. And congratulations for the good work that you have been doing. But we're really keen to understand what some of the key challenges that you've picked up in some of these countries that you're working in are, and how you see us overcoming those particular challenges. Tina, over to you. Thanks very much, Garikai, for that. So I think what we're seeing is a greater accent on access to services. And particularly if we look at access to basic human development programs, it's quite low across West and Central Africa, and to human capital and financial inclusion programs. So if we think about a human capital index, it measures what the human capital potential is of the next generation, that is survival, expected years of learning adjusted school and health. And that is the amount of human capital that a child born today can achieve in view of the risks of poor health and education currently prevailing in the country. Now, the reason why I say this is because accessing those kinds of services and benefits is particularly difficult and burdensome due to identification challenges, causing exclusion risk, particularly for the poor and vulnerable. And they're the people who are disproportionately impacted. Technological developments can improve efficiencies, but they also cause additional risks, as we all know, and there's a challenge of cost, there's a challenge of reach, there's a challenge of trust and confidence. And so not everybody has access to government recognized identity credentials. So we really see that access to services and reaching the poorest and the vulnerable is a key challenge. A couple of other things, if I may touch on, is an increasing desire for mutual recognition across countries, the regional integration agenda. And number 4 is, as I mentioned, trust. And when I talk about trust, this is about a multi-sectoral service delivery approach, that is identification for service delivery, making sure you have robust data protection and privacy measures, as we heard earlier today, and really defining, are you who you say you are? That is your uniqueness, which requires amazingly very little information to be collected.
I'll touch on some of these other topics later, but these are some of the key challenges that we're seeing in the sub-region in West Africa and Western Central, for example. Thank you. Thank you very much for that, Tina. And certainly some of these challenges are very far-reaching because the impact of them on individuals, on communities, and on countries at large is quite significant. You've spoken about data protection, you've spoken about privacy, even the risks that come with some of the technological solutions that we are putting to the fore. So I think there's a lot to talk about, and I think the audience should certainly stay tuned to the session because we'll tackle some of these risks and the solutions for them, hopefully, as we go further along within this particular session. I'm going to quickly jump over to Boris. And I think the first question that I'll have for you is that the Republic of Benin has invested quite heavily in its national identity system and also the digitization of public services. We've seen that within the Smart Africa space, Benin is leading across the digital ID theme. Now, can you tell us what's been achieved and what's the focus for Benin today within the scope of other services that need to be done? Merci, Monsieur Garikai. En fait, oui, merci beaucoup pour le constat. Les systèmes d'identité numérique sont au cœur des programmes de transformation numérique de nos pays. Donc, ils peuvent aider à atteindre des populations marginalisées, à améliorer les prestations des services publics et débloquer même de nouvelles opportunités économiques. Je peux dire, dans notre pays, avec l'identification électronique, le gouvernement peut atteindre directement les populations pauvres et très pauvres avec les programmes sociaux, la couverture d'assurance maladie et autres. Donc, dès le début de ce régime, du nouveau régime du président Patrice Talon, nous avons lancé la construction de notre régime informatisé des personnes publiques grâce à un recensement d'identification des populations. Et nous avons pu enregistrer 10 millions de nos concitoyens, soit 90% de la population. Donc, cette base de données aujourd'hui est gérée au niveau de notre Agence nationale d'identification des personnes qui traite tout ce qui a rapport avec l'identification des personnes dans notre pays. Et elle est raccordée à notre bus de données qui est, j'ai entendu tout à l'heure M. Seni dans sa présentation, il parlait de l'Estonie qui est un gagnant ou bien leader en matière de l'identité qui nous a assisté à construire notre bus de données InsRoad. Et la base le registre national de la population aujourd'hui est publié sur InsRoad et ça permet, c'est interopérable et tous les sectoriels arrivent à se connecter pour pouvoir identifier les populations et leur servir les ressources dont ils ont besoin. Donc, ensuite, cette étape franchie, et nous avons senti la nécessité de fournir maintenant des services, de donner à cette population les actes, ne pas les obliger à se déplacer pour se rendre dans les bureaux. Et ceci a amené, notre gouvernement a lancé le programme SmartGouv qui a permis de dématérialiser aujourd'hui plus de 1000, de digitaliser les services où nous avons au moins 300 e-services ou bien services publics totalement dématérialisés dans notre écosystème. Et les grandes priorités, je peux dire, à l'étape actuelle, les priorités, c'est d'intégrer l'écosystème d'identification et garantir l'inclusion universelle en établissant un système d'identification de base, FID, avec l'aide du programme OURI, qui nous accompagne avec la Banque mondiale. Cela va se faire par une redéfinition, recalibrage de la base du registre national des personnes physiques, étant ses capacités, mettre à disposition un plan de reprise, de continuité pour être disponible H24 et renforcer aussi l'agence qui s'occupe des personnes physiques, l'identification des personnes physiques, le renforcer techniquement en mettant à place des dispositifs techniques permanents pour réussir à enrouler le reste, parce que nous sommes aujourd'hui un peu plus de 12 millions, on est à 10 millions, donc continuer l'enregistrement complémentaire et mettre à disposition un modèle où l'enroulement du restant sera automatique. Et après, maintenant, on va faciliter l'accès aux services et au taux d'adoption des e-services dans notre pays. Voilà un peu les challenges, bien
les vrais objectifs ou priorités que nous avons aujourd'hui. Il faut dire que l'environnement technique est assez mûri. En plus de l'Agence nationale d'identification, nous avons mis en place l'Agence nationale des services qui nous permet de dématérialiser tout ce qu'il y a comme service dans notre administration et nécessité de sécuriser tous ces services-là également. Donc, l'ANSSI est là, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui sécurise tout cela. Et bientôt, nous allons commencer par délivrer des certificats pour part de l'administration ou des actes administratifs seront signés et feront foi. Merci. Thank you very much, Boris. And I think you've touched on very important points in terms of what digital ID can do for people, for Africa's people. You've spoken that it's helped to bring marginalized populations into the mainstream economy. You've also mentioned that you know, the government, people don't need to move around to get government services. And these are very important points. Let me start by congratulating you on the work that you have done in Benin. You've also touched on something else that Tina touched on, which is interoperability. And I think this is going to be a theme in this discussion in terms of how we can take Benin's success and spread it across the African continent. And certainly this will become a good selling point or a good touch point or starting point in terms of how we can drive digital identity across Africa. Saini, I know you've given us a presentation and we will not let you rest because we'd like to know, you know, just from your sense, a lot of people talk about, when they talk about digital ID, they're talking about mobile services. For a lot of people, because of Africa's mobile penetration, they think this may be the solution to digital ID. I know you may have touched this on your presentation, but let's add to the wealth of discussion here. How do you see that and GSMA's position around digital ID for Africa? Over to you, Saini. Please give the man a microphone. Okay. Thank you very much, Garikai, but I will do it in French. I'm in Senegal right now. Ok, donc merci beaucoup, Garikai, pour la question. Donc, au niveau des GSMA, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par rapport au mobile money, et on a vu qu'aujourd'hui, le mobile money, et surtout en termes de transfert d'argent, on a vu que les transferts d'argent à travers les wallets sont aujourd'hui les plus, en tout cas, et moins chers que le transfert d'argent si on passe par les organismes normaux. Et donc, et nous pensons qu'on doit, c'est-à-dire, et pour avoir un compte de mobile money, tout à l'heure, je l'ai dit, nous avons l'exigence et nous le suivons très scrupuleusement que les personnes soient identifiées, en tout cas, mais qu'ils donnent une preuve de leur identité. Donc aujourd'hui, au niveau de l'industrie mobile, aujourd'hui, nous pensons et nous recommandons surtout que, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes puissent travailler ensemble et qu'on puisse utiliser le mobile comme peut-être, c'est-à-dire ne pas recommencer la roue, mais qu'on utilise le mobile pour pouvoir faire en sorte que les gens soient identifiés, utiliser les bases de données que déjà l'industrie mobile a mis en place en cas, au niveau de leur nouvelle base, que ça puisse être utilisé pour pouvoir assurer une bonne identité et aussi faire en sorte que les gens puissent communiquer entre eux. Mais le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'entre différents pays, les lois sont différentes. Donc, ce qui fait que les échanges transfrontaliers sont très difficiles. Donc, il faudrait aussi que les pays puissent harmoniser leurs règles et leurs lois, faire en sorte que les échanges de données soient plus simples. Après, nous aussi, à notre niveau, on travaille de plus en plus pour faire en sorte que les différentes plateformes soient interopérables. Donc, l'interopérabilité va être quelque chose qui va être la clé dans les mois, dans les années à venir. Mais c'est quelque chose qui a déjà commencé, surtout en Afrique de l'Est. Mais bon, là-bas, c'est parce que vous avez le M-Pesa qui aujourd'hui est utilisé par presque tout le monde, ce qui fait qu'on peut échanger de l'argent facilement entre opérateurs. Alors qu'en Afrique, vous avez presque chaque opérateur à son wallet, ce qui fait que les transactions entre opérateurs qui est très difficile. Mais donc, c'est quelque chose sur lequel on va travailler pour que l'interopérabilité soit aussi une réalité au niveau de l'Afrique de l'Ouest et que ça, pour que ce soit aussi très facile, il faudrait que les lois dans les pays soient harmonisées
et que les gens soient identifiés pour pouvoir échanger de l'argent et communiquer. Thank you very much for that, Saini. And I think you made a very poignant point that, you know, with the proliferation of mobile money across. Okay. Okay. Can the audience hear me? Okay, yes, now. Ah, wonderful. Thank you very, very much. So I was just saying you had made a poignant point that with the proliferation of mobile money across Africa, we can use the databases that our MNOs have as a start in terms of that digital ID platform. And in addition to that, we can utilize the same successes that people have used in mobile money for us to be able to utilize that within the digital ID space. Because look, for someone to use mobile money, they need to be identified. And that's a very good start. Look, I'm going to dovetail into what we've heard. And Tina, I'm coming back to you now. Now, we know that the WURI program supports national governments and aims to support a harmonization across the West African region. Let's also dovetail into the interoperability discussion while you tell us how a bit more about the approach of this program and how it will feed into especially the elements that Saini has spoken about in terms of the use of mobile technology and what Boris also spoke about in terms of the successes they have in Senegal. Over to you, Tina. Great. Thank you so much for that question, and really wonderful to listen to the panel. So in terms of interoperability, the WURI program's first ambition is regional interoperability and mutual recognition, and this is rather than harmonization. So we're seeing a lot of innovative learning and a lot of innovative sharing of practices across the countries, and we see that participating countries are very happy to work with each other, grow a rapport. And sometimes our role from the bank's perspective is just facilitating the conversation, and the countries themselves are doing the problem solving. So it's a very exciting process. So harmonization, not in the sense of a carbon copy, but really more in the sense of, as you were saying, on interoperability, on talking and communicating. So the program, at the program level, the work is very much country-led, as I was just saying, and we facilitate it. But at the broader regional level, it is to be coordinated with the ECOWAS Commission, and some of the WURI countries are acting as a pilot of sorts for the broader regional integration agenda. So in terms of interoperability, what I can tell you is that the program supports an interoperability by design approach, so that the technical decisions that are made today will make it easier to connect in the future. And these have many facets, including drawing on the European Union's framework, where countries develop the technical, the legal, and the institutional aspects in tandem. So I should touch on a couple of the things here from the WURI program's perspective, and just to give you an update on where the program is as well. So the program is based on some design attributes, and the design attributes build on the principles of identification for sustainable development. So number one, it is very much a human rights-based approach, where it's inclusive of all persons in the territory, everyone, irrespective of nationality, citizenship, or legal status. It's free and frictionless, which means it's a free to end user model, and it allows for easy entry and access to identification, and has interoperable standards for cross-border capabilities. It utilizes new procurement methods and open source technologies to disrupt very expensive vendor lock-ins. It verifies a basic unique identifier to be universal, minimal, and issues this government recognized proof of unique identity credentials, which are both in physical as well as in digital form. And a couple of other things, which it's very much complementary to other systems. So it assures the individual's uniqueness, but it complements it and then protects data privacy, as I was saying. And just to give you a sense of where the program is right now, we in phase 1, we have Côte d'Ivoire and Guinea, along with the ECOWAS Commission. And in phase 2, we have Benin, Burkina Faso, Niger, and Togo. And it's a very exciting moment for the project. And the program aims to cover about 100 million people by 2028. So looking at universal coverage, particularly focusing on the poorest and the most vulnerable. And potentially there may be a phase 3 as well in FY in about 2023, 2024. But that's just to give you a broad overview of where the ambition is in terms of interoperability, mutual recognition, and the design principles. Thanks.
Thank you very much for that, Tina. And I think we've taken note of that interoperability, mutual recognition, but also one of the important things that you said is that this is a human rights issue. It broadens the issue in very significant ways. And it means we need to start thinking about it in a different way. In that it's not just a commercial issue. It has to do with more important human rights elements to it. Thank you very much for that contribution. Boris, I'm coming back to you now. In light of what we've heard from Saini and from Tina as well, I'm curious to learn what the key services a citizen can access in Benin with their unique identification are, and if this also includes private services or if this is just public services. Boris, over to you. Merci beaucoup. Au Bénin, nous avons, on peut dire les deux types, que ce soit le service public ou le service privé. En fait, tous les services nécessitant de s'assurer de l'identité du demandeur sont protégés par la fourniture d'un credential basé sur le numéro personnel, le numéro d'identification personnelle. Et dans le secteur public, je peux citer entre autres le certificat de nationalité. Vous prouvez que vous êtes béninois, vous pouvez faire la demande directement sur la plateforme. Et dans votre compte, pour pouvoir accéder depuis votre compte, ou bien vous faites la demande directement sur la plateforme et vous fournissez votre numéro d'identification personnelle. Et il y a une authentification à deux facteurs. Donc, un token, un OTP est généré directement sur votre téléphone, basé sur on prend le numéro que vous avez utilisé pour créer votre compte sur la plateforme. Et l'OTP va servir maintenant d'accéder, de poursuivre la demande du service. Pareil, pour le permis de construire, lorsque vous avez une maison à construire, il est fait obligation d'avoir un permis de construire. Et vous allez sur la plateforme, vous initiez la demande et là, le back-office est au niveau des collectivités locales et au niveau du ministère du cadre de vie qui finalise le traitement de cette demande. Donc, je peux citer, il y a le certificat de nationalité, le permis de construire, l'attestation fiscale pour dire que je suis à jour vis-à-vis du fisc, que j'ai payé correctement mes impôts, pour faire la demande de cette attestation fiscale pour postuler pour des marchés publics et autres. Il est fait obligation également de fournir le numéro d'identification personnelle, certificat de conformité environnementale également pour les projets pour vérifier si c'est conforme aux réglementations. Pour le secteur privé, il y a un service clé. Aujourd'hui, dans notre réglementation, il est fait obligation aux opérateurs télécoms pour l'identification de leurs abonnés de se baser directement sur le registre que j'ai cité tout à l'heure, le registre national de personnes physiques, RADIP, qui est mis en place et dont la mise à jour et l'évolution est assurée avec l'aide de Wouri aujourd'hui. Donc, les opérateurs GSM sont tenus de procéder, de faire des appels par API pour interroger le registre national des personnes physiques pour vérifier si le citoyen est correctement enregistré. Donc, je peux dire à terme, il y aura plusieurs services au niveau des banques, des assurances et autres qui vont utiliser les services publics, le numéro d'identification personnelle. Voilà. Merci. Thank you very much for that, Boris, and thank you very much for the examples that you gave. And if this works correctly, like you said, across both public and private services, it means there needs to be an element of trust, and trust becomes a key part of any digital ID system. And so while we're hanging on to that thread of trust, Saini, I'm coming to you. I'm going to ask you two questions in one, given that our time is ticking away. But from a mobile service operator's side, trust is a key element that needs to be maintained. So firstly, do you think that there's enough being done between governments and the private sector to develop that trust to allow the exchange of information? But secondly, I want to then throw it cross-border in terms of the challenges that you feel we may face in making digital ID interoperable across borders. Saini, over to you. OK, merci beaucoup Gary Kai pour la question. Donc, et comme je l'avais dit tout à l'heure dans ma présentation, aujourd'hui, on a noté qu'il y a un problème de confiance entre les gouvernements, entre les gouvernements et les consommateurs, un problème de confiance entre les opérateurs mobiles même et les consommateurs. Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose que nous devons travailler en termes de communication.
parce qu'il y a un manque de communication, parce que je l'ai souligné dans une étude que nous avons réalisée, beaucoup de gens ou de citoyens ne savent pas qu'il existe des lois ou des règlements qui les protègent concernant leurs données, la protection de leurs données. Ils ne sont pas au courant. Et donc, c'est pour ça que nous insistons sur des formations, nous insistons sur des communications ciblées sur les populations et que ce soit des communications en langue locale, parce que souvent, il y en a beaucoup qui ne comprennent ni le français ni l'anglais. Et donc, c'est quelque chose que nous devons adresser tous ensemble. Et ensuite, il faut qu'il y ait une harmonisation entre les pays. Donc, tout à l'heure, je parlais d'harmonisation des lois. Aujourd'hui, vous avez des pays comme la RDC qui aujourd'hui autorisent, par exemple, le transfert d'argent qui vient de l'extérieur avec le mobile, mais qui n'autorise pas l'envoi d'argent à travers le mobile vers l'extérieur. Et donc ça, c'est un problème si aujourd'hui on veut développer les échanges entre les pays. Donc il y a des choses que nous devons adresser, surtout que, vous le savez, depuis l'année dernière, nous devons mettre en place le règlement de la ZLECA, donc IFCTA en anglais. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui, si on veut avoir un règlement qui soit pérenne et efficace, il faut que nous adressions les problèmes de loi et de règlement entre les pays. Maintenant, concernant aussi, comment on appelle ça encore, la confiance. Donc aujourd'hui aussi, il faut aussi que lorsque quelqu'un vient se faire abonner ou bien prendre une puce ou bien même ouvrir un wallet, il faut que l'opérateur aussi l'informe. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la GSMA, nous avons un parcours, nous certifions les opérateurs selon les règles de données personnelles établies dans les différents pays où ils sont, et on s'assure que ces règles sont suivies et sont mises en place par les opérateurs. Donc aujourd'hui, on fait, et même quand je prends le mobile money, il y a une certification qui aujourd'hui existe, et donc les opérateurs doivent satisfaire à une centaine de critères pour pouvoir avoir la certification GSMA, comme quoi que ce sont de bons opérateurs de mobile money. Et dans ces règles, il y a des règles de protection de données personnelles et en tout cas de respect des lois. Thank you very much, Saini. I picked up 3 key elements from. Thank you very much, Saini. I've picked up 3 key elements from what you've said. I'll say the first thing would be communication, and communication will be able to build trust. I'd say that the second thing there would be education, to be able to give our citizens a sense of what their rights are and the legal frameworks that exist. And then the third thing definitely would be around harmonization, I think, that you've spoken of. Now, unfortunately, we have just 5 minutes left within this session. So Tina, I'm just coming back to you. Give us something optimistic. Give us an optimistic future view of where you see in the short to medium term we're going to be with interoperable digital ID across Africa. Tina, over to you to give us our first spark of optimism. Well, optimism. So, let me just jump off from where I left in the last session, in the last question, which is that by 2028, we hope to see 100 million individuals across West Africa have a proof of unique identity that is recognized by the government, that they can use to access human capital and financial inclusion services for social protection, for health, for education, that they can use in an interoperable manner across the sub-region. And just to give you a sense, for instance, let's say if one is a farm laborer who has moved from Niger to Côte d'Ivoire to work on the farm, potentially they may be able to contribute back to social insurance programs to their systems back in Niger through this regional interoperability and mutual recognition between Niger and Côte d'Ivoire, for example. So this is all done through mobile platforms. So this is our very optimistic vision for where we see the standard setting in 2028. Thank you for this question. Thank you very much, Tina. So we're looking at 100 million people
with interoperable digital ID by 2028, and I think that's positive. The example you gave is also really, really good because in Africa, we do understand farming. And so definitely the example gives us a sense of something that hits home very quickly. Boris, I'm coming to you for the same. Benin has done a lot of good work so far. Would like to know what's in the horizon, what the optimistic view is for Benin and her citizens. Over to you, Boris. Merci. En fait, le Bénin est membre du pays de Smart Africa et a pris la tête du blueprint sur l'identité numérique. Alors, ce faisant, on a pris cette décision de prendre la tête, de prendre le lead de ce blueprint pour faire partager ou bien pour partager notre expérience, d'accord, et montrer tout ce que nous faisons dans notre pays, notamment par rapport au projet numérique que nous avons mené, l'infrastructure à clé publique, PKI, qui permet de fournir des certificats et la mise en œuvre du projet OURI et l'identification de notre population à travers le registre national des personnes physiques. Pardon. Notre vision, c'est de faire du Bénin la plateforme des services publics pour l'Afrique de l'Ouest. Et ce faisant, on veut être, genre, servir d'exemple. Pardon, peut-être c'est trop dit, mais être le pionnier de la dématérialisation des services publics pour la sous-région. Et les pays, les pays de l'Afrique de l'Ouest ou bien du continent qui envisagent de faire les mêmes exercices peuvent s'inspirer de notre expérience et construire eux aussi leur écosystème numérique également. J'en veux pour preuve, nous avons déjà fait, tout à l'heure je l'ai dit, au moins 300 services totalement dématérialisés et ça facilite la vie à nos concitoyens. Donc, pour résumer, c'est servir d'exemple, inspirer et évoluer avec nos pays limitrophes. Voilà. Thank you very much for that, Boris. And you know, what you're talking about is exactly what Smart Africa is all about: best practice sharing and taking excellence that comes from one place across the African continent. Seni, you've got 30 seconds just to close. And from GSMA's perspective, can you give us an optimistic view on digital ID? Okay, I will go first, Gary. Donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, donc aujourd'hui, nous avons vu que beaucoup de pays sont en train de mettre en place des cadres pour le développement du Digital ID. On voit aussi que Smart Africa a développé un blueprint. Il y a déjà un cas d'utilisation entre le Rwanda et la Tunisie qui est aujourd'hui mis en œuvre. Aujourd'hui, nous allons pousser pour que le cas d'utilisation entre le Bénin et le Niger ou bien le Togo, que ça pousse et pour qu'on puisse déjà commencer à utiliser. Et nous avons vu aussi des initiatives au niveau des organisations régionales comme ECOWAS, comme ICASA, qui veulent aujourd'hui mettre en place des identités numériques. Et il faut savoir que le secteur mobile est là pour appuyer et nous ferons en sorte que déjà d'augmenter tout ce qui est infrastructure. Mais aujourd'hui, on parle plus d'usage, donc réduire le gap d'usage. Et pour réduire le gap d'usage aujourd'hui, je pense que l'identité numérique est aujourd'hui au centre. Et donc, nous serons là aussi pour appuyer, pour faire en sorte qu'en Afrique, que le gap d'utilisation ne soit plus quelque chose qu'on va discuter dans les années à venir. Thank you very much for that, Seni. Look, I think we've run out of time, but there's a lot to discuss on this particular discussion. But I just want to thank our panelists. Thank you, Tina, Boris, and Sadie for the contributions that you've given. And I just want to thank the audience. It's been a great audience. Unfortunately, we couldn't ask any questions to the floor, but given the time that we've had, it's been a great discussion that we intend to build and take even beyond the seminar that we have. I wish you all a great seminar over the next couple of days. And Ivan, I'll hand the microphone back to you on the floor. Thank you very much. Wow, thank you so much, Garikai. Merci. Alors, la
la suite du programme, nous sommes donc un petit peu en retard sur le programme, mais on va rattraper ça à la pause déjeuner. Alors, je poursuis donc. D'abord, merci. Je pense que Monsieur Séni Fati, vous pouvez, si vous voulez bien regagner votre siège, pas de problème.